Madame et Messieurs, chers collègues, je vous souhaite à tous et toutes un bienvenue à la leçon inaugurale de la professoressa Valentina Garibotto, directrice du département académique de radiologie et d'information médicale, médecin-chef du service de médecine nucléaire et imagerie moléculaire de l'HUG et récemment nommée professeur ordinaire à l'Université de Genève. Une leçon inaugurale, elle est toujours un moment particulier parce que c'est l'occasion de découvrir un parcours, une vision, mais aussi une personne. Et je suis particulièrement heureuse aujourd'hui et honorée de pouvoir prononcer quelques mots pour Valentina. Valentina a fait ses études de médecine à Gênes avant de spécialiser en médecine nucléaire à Milan. C'est là qu'elle a réalisé son doctorat, déjà consacré à la maladie d'Alzheimer et en particulier à l'évaluation du métabolisme cérébral du glucose et aux mécanismes de compensation que le cerveau peut mettre en place face à la neurodégénérescence. Elle poursuit ensuite un postdoctorat en Allemagne consacré à la quantification par imagerie des systèmes de neurotransmission. Et cette expertise très pointue en imagerie moléculaire va devenir l'un des fils conducteurs de toute sa carrière. En 2009, elle rejoint l'HUG comme chef de clinique et il construit en fait progressivement un programme de recherche remarquable centré sur l'imagerie moléculaire, sur les nouveaux radiopharmaceutiques et les maladies neurodégénératives et bien sûr sur la maladie d'Alzheimer. Depuis 2021, elle dirige le service de médecine nucléaire et l'imagerie moléculaire des HUG et coordonne plusieurs projets cliniques et translationnels nationaux et internationaux. Son parcours académique avance de même cohérence. Privat de sang en 2014, professeure associée 2020, directrice du département de radiologie et informatique médicale depuis 2023, puis professeure ordinaire depuis 2025. La médecine nucléaire reste encore un peu comme un grand inconnu pour le public. Elle consiste à utiliser les propriétés de radioactifs pour voir, mesurer et parfois traiter des processus biologiques directement chez les patients et les patients. Dans les mains de Valentina, cette discipline devient bien plus qu'un outil diagnostique. Elle devient une manière de guider les décisions cliniques, de mieux stratifier les patients, de développer de nouveaux traitements ciblés et de rendre possible une médecine plus précisée, plus personnalisée et plus proche aux besoins des patients. Je voudrais juste finir partageant en fait une note plus personnelle. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à un nouveau projet autour de la maladie d'Alzheimer, je me suis naturellement retournée vers Valentina. Et ça qui m'a marqué, en fait, ce n'est pas non seulement son expertise, mais son enthousiasme immédiat. Avant même de parler des obstacles, elle voyait déjà les possibilités, les résultats, la collaboration, les questions importantes à se poser. Et c'est une attitude que j'apprécie énormément et profondément. Dans le monde académique, il est parfois facile d'expliquer pourquoi une idée est difficile. Valentina, elle, cherche d'abord comment le rendre possible. Et je dois dire que je reconnais aussi quelque chose de très italien dans tout ça, ce mélange de pragmatisme, créativité, énergie, optimisme qui permet de transformer rapidement les idées en projets concrets. Maintenant, avant de passer la parole à Valentina, je vais passer la parole à la représentante Pascale Sen pour la direction médicale. Merci. Buongiorno e benvenuti. Oggi on va faire une session italienne. Donc, je suis ravi de voir autant de gens dans l'audience et c'est un immense plaisir d'apporter les mots de bienvenue de la direction médicale qui est fière et qui est vraiment très enchantée de t'avoir parmi nous comme prof ordinaire. Et je ne veux pas retarder maintenant le plaisir de faire passer la parole à professeur ordinaire Valentina Garibotto. Merci. Alors, du coup, je suis obligée de commencer par des remerciements. Merci beaucoup à Camilla, à Pascal de cette présentation déjà très touchante. Merci beaucoup à vous tous d'avoir pris le temps de venir ici aussi nombreux. Je vois plein de visages amis, familiers dans l'audience et ça me touche beaucoup et ça m'enthousiasme. Et du coup, sans perdre votre temps, finalement, je vais commencer ma leçon et vous montrer finalement le sujet, c'est ce qu'on fait, la médecine nucléaire et comment en médecine nucléaire on peut utiliser notre capacité de voir avec le but de guérir et contribuer à cette ère qui nous rend fiers de thérapie de précision. Donc, je vais vous parler brièvement de ce que c'est la médecine nucléaire
Et après, choisir dans ses applications finalement diagnostiques et thérapeutiques 2 exemples. Pour son application diagnostique, l'utilisation de la médecine nucléaire pour choisir des thérapies de précision dans la maladie d'Alzheimer. Et pour l'utilisation thérapeutique, l'essor actuel de la théranostique en oncologie, pour après arriver à des conclusions. Si on parle de médecine nucléaire, de quoi on parle finalement? On parle tout d'abord du cœur de notre métier, qui sont les radiopharmaceutiques. La médecine nucléaire se définit par le fait qu'on administre des radiopharmaceutiques. C'est des médicaments, donc il y a tout l'art pharmaceutique de les produire. Et vous voyez le bloc du médicament représenté en rouge, et puis vous voyez en dessus, bien sûr, le trèfle radioactif. Ce qui les rend spéciaux, c'est le fait qu'ils sont radioactifs. Du coup, pour les manipuler, on a besoin de quelques astuces un peu plus simples, comme vous voyez dans cette image, donc des plombages. On peut bien sûr maintenant utiliser des systèmes plus complexes, des robots pour administrer, pour se protéger de cette radioactivité. Et la combinaison des 2 mondes est utile, pourquoi? Bon, la partie pharmaceutique, elle va nous aider à cibler un mécanisme, un processus, une molécule, par exemple. Ici, vous voyez représenter le Prostate Specific Membrane Antigen, PSMA. C'est une protéine transmembranaire caractéristique des cellules de la tumeur de la prostate. Et puis, l'élément radioactif, il rentre en jeu avec ses différentes propriétés. Donc, ça peut être un isotope qui émet des photons gamma ou des positrons qui se transforment ensuite dans des photons gamma. Et quand c'est le cas, on peut imager ces photons. Donc, avoir un pharmaceutique qui va chercher sa cible, et puis les rayons émis au niveau de la cible vont nous permettre de construire des images avec des appareils sensibles pour les détecter. Vous voyez ici une image, un exemple. Les points que vous voyez distribués sur cette image, c'est les sites où il y a une surexpression de PSMA, donc une expression de la cible que le radiopharmaceutique est allé chercher. Mais on peut aussi combiner ces pharmaceutiques avec des isotopes, des émetteurs à haute énergie, des émetteurs d'électrons ou de particules alpha, encore plus volumineuses. Et quand c'est ça, ces agents, ces isotopes radioactifs vont déposer au niveau des sites d'accumulation, au niveau des cellules, une haute énergie qui a un effet de radiothérapie ciblée, de radiothérapie au niveau des cellules et des agrégats cellulaires qui fait un effet thérapeutique. Et c'est ça qu'on cherche pour la version, disons, ce qu'on appelle maintenant du théranostique. Et vous voyez aussi une image associée à cette partie thérapeutique. Pourquoi? Parce que, bon, l'émission, en général, elle n'est pas pure, donc elle n'est pas uniquement de ces particules traitantes, mais il y a aussi l'émission de certaines particules qui peuvent être visualisées par nos appareils. Et du coup, on peut avoir une carte real-time de la distribution de ces agents thérapeutiques. C'est ce que vous voyez représenté dans cette image. À nouveau, vous voyez, la résolution est différente, mais finalement, la distribution est sensiblement la même. Il s'agit de la même personne à laquelle on a pu localiser la cible et après concentrer aussi du traitement au niveau des sites d'accumulation. Comment on arrive à avoir tout ça? Finalement, pour avoir les radiopharmaceutiques, on a un processus de production qui est le même que pour la production d'un médicament, donc avec toutes les surveillances, bien sûr, d'un produit de la production d'un pharmaceutique, avec un plus, et c'est ce que vous voyez un peu représenté en bas, et puis en haut, vous voyez un peu tout ce qu'on doit rajouter pour qu'il soit radioactif. Donc on part tout d'abord de matières premières. Ces matières premières, après, elles doivent être combinées avec une production de radioactivité. Et pour la production de radioactivité, vous voyez représenté ici le cyclotron IBA que nous avons aux HUG, c'est à l'étage R. C'est du coup un tout petit accélérateur qui nous permet d'accélérer des particules et donc d'obtenir des isotopes radioactifs qui sont adaptés pour notre imagerie. On fait principalement du fluor 18, on peut aussi faire de l'azote 13. Et puis après, pour obtenir la synthèse de radiopharmaceutique, on utilise des cellules blindées, des modules de synthèse. Donc il y a tout l'art de
à nouveau, production d'un pharmaceutique avec en plus les précautions, vous voyez, tout est blindé, tout est en plomb, qui sont nécessaires pour contenir la radioactivité. Mais après, il y a bien sûr les contrôles de qualité et libération qui vérifient du coup que le produit qu'on a obtenu, il est de la qualité qu'il faut, qu'il correspond exactement à la molécule qu'on voulait obtenir. La chimie, c'est aussi un art, sur certains points de vue. Et puis, il y a une livraison, à nouveau, un peu spéciale, parce qu'il s'agit d'un produit radioactif, en plus spécial et rapide en même temps, parce qu'il s'agit d'un produit radioactif. Vous savez tous que la caractéristique d'une radioactivité, c'est d'avoir une disparition avec le temps, avec une demi-vie. La plupart des produits diagnostiques qu'on utilise ont une demi-vie de 2 heures, donc il faut garantir un transport rapide. L'activité qu'on produit au niveau de notre cyclotron aux HEG, elle est livrée sur toute la région suisse romande, donc à 2-3 heures de transport, et nous permet du coup de rendre cette imagerie disponible au niveau de la région. Du coup, vu qu'on parle d'innovation, on parle de quoi? On parle tout d'abord du fait que tout dans la chaîne de ce que je viens de vous décrire, des radioisotopes aux pharmaceutiques, peut être innové, amélioré. Pour les radioisotopes, on travaille, bon, j'imagine que vous y avez déjà pensé, si on pense à des accélérateurs dans la région, bon, le premier réflexe, c'est de penser au CERN. Le CERN a aussi créé une antenne qui s'appelle MEDICIS, qui est un site d'irradiation qui peut utiliser une partie de l'accélérateur Isolde pour produire des isotopes innovants. Et ces isotopes innovants, on les produit dans le contexte d'un projet européen, financé européen, auquel on participe, qui s'appelle PrisMaP+, donc la suite de ce projet PrisMaP qui est affiché sur ces images. On va, du coup, ici, comme site HUG Université de Genève, tester certains des isotopes produits soit au CERN, soit au contexte du réseau qui est mis ensemble dans PrisMaP pour pouvoir évaluer des nouveaux isotopes. Donc, voir si on arrive à avoir un profil idéal d'émission à la fois diagnostique et thérapeutique pour obtenir nos buts. Et c'est la raison aussi pour laquelle vous voyez ces petites délégations en visite au CERN et vice-versa. On avait le nouveau directeur du CERN avec notre directeur général qui a visité, vous voyez en bas à droite, le bord de notre cyclotron et notre équipe cyclotron. Fière de cette visite. Donc, je vous décrivais le développement de radiopharmaceutiques. C'est finalement un processus relativement long et en plusieurs étapes qui part vraiment d'avoir des radioisotopes diagnostiques et thérapeutiques innovants, de pouvoir les caractériser, de pouvoir développer des pharmaceutiques expérimentaux, de synthétiser des radiopharmaceutiques et de les tester. Et pour les tester, nous avons une infrastructure idéale ici à l'université en collaboration avec le Centre d'imagerie biomédicale CIBM, qui est finalement un de ces appareils d'imagerie que je vous ai décrit pour l'imagerie clinique, qui est pour des modèles, soit modèles cellulaires comme des œufs, soit des animaux qui ont les caractéristiques recherchées. Et bien sûr, l'évaluation de la biodistribution chez les animaux, c'est la première étape pour connaître la distribution d'un radiopharmaceutique et puis d'en décider la pertinence pour un développement suivant. Après, pour un développement suivant, on est en train de parler de pharmaceutique, donc ce qui rend la production en soi complexe, diagnostique et encore plus thérapeutique. Donc c'est un contexte dans lequel on collabore, bien sûr, avec l'industrie pharmaceutique. Vous voyez sur cette image en haut le nombre de différentes compagnies qui sont actives à l'heure actuelle dans le développement de pharmaceutiques novateurs, radiopharmaceutiques novateurs. Et c'est en collaboration avec l'industrie pharmaceutique que des sites, et notamment des hôpitaux universitaires, c'est l'endroit idéal, réalisent les études de validation chez l'homme. Études de validation chez l'homme que vous voyez... Ah, pardon. Ça, c'était pas moi, je pense. C'est peut-être la connexion qui n'est pas stable, je ne vais pas toucher l'ordinateur. Du coup, vous voyez à droite de la barre, il y a l'investigation chez l'homme qui se passe, comme toute évaluation d'un pharmaceutique, avec différentes phases, des phases initiales d'évaluation de la toxicité à des phases d'évaluation des différences entre différentes populations et puis ensuite des études d'efficacité phase 3. Et c'est une des activités que, bien sûr, nous conduisons ici aux HUG en tant qu'activité pour des radiopharmaceutiques et diagnostiques et thérapeutiques. Donc, pour voir leur apport, pour voir leur valeur ajoutée par rapport à la pratique que nous avons actuellement.
En médecine nucléaire, on a vraiment des radiopharmaceutiques pour tout. Ça, c'est une liste absolument non exhaustive. Et après, à nouveau, je n'ai pas le temps de vous parler de tout, donc je vais me limiter sur 2 exemples. Mais vous voyez ici, disons, finalement, le nombre d'organes de la tête aux pieds qu'on peut imager avec, bien sûr, ma présentation se concentrera surtout sur le cerveau et sur l'oncologie, mais on peut faire de l'imagerie, de la fonction pulmonaire, de la fonction cardiaque. La cardiologie, c'est à nouveau un autre domaine dans lequel on a des contributions très importantes et des hauts volumes d'investigation. Et aussi, vraiment, tout organe peut être investigué avec nos techniques. Mais du coup, partons avec un premier exemple qui est l'utilisation de l'imagerie moléculaire pour le développement et l'évaluation actuelle des thérapies pour la maladie d'Alzheimer. Pour nous resituer, on va partir de ce que c'est la maladie d'Alzheimer et de sa définition. La maladie doit son nom au psychiatre qui a décrit la situation, psychiatre et pathologue peut-être à la fois, parce que ce qu'il a décrit, c'est le tableau d'une patiente. Vous voyez ici une image du début du XXe siècle de cette Auguste Deter, une patiente qui a eu un déclin cognitif progressif à l'âge adulte. Et patiente que Alzheimer a suivie jusqu'au décès. Et la réponse, il a pu l'avoir en analysant du point de vue autoptique la pathologie au niveau du cerveau. Et déjà, dès la définition initiale, il a pu identifier 2 formes de pathologie au niveau du cerveau. C'était ces plaques, ces agrégats jaunes que vous voyez sur l'image extracellulaires, et puis des amas intracellulaires, des amas neurofibrillaires. La recherche suivante a permis d'identifier la pathologie amyloïde et la pathologie tau comme les agrégats protéiques à l'origine de l'une et de l'autre forme d'agrégation pathologique, agrégation qui était caractéristique de ce cerveau et pas des autres. Non, là je ne sais vraiment pas quoi faire. Bon, quel est l'apport de la médecine nucléaire ? Cette description initiale a après mené une description initiale de début du XXe siècle a été suivie par une période relativement dans laquelle la pathologie n'a pas reçu beaucoup d'attention. Il y a plus de 80 ans finalement de silence. C'est après, en 1984, que les premiers critères cliniques ont été élaborés. Donc, on a essayé d'identifier quels étaient les signes cliniques qui poser une alerte par rapport à une maladie d'Alzheimer, mais on n'avait pas une façon de la mesurer et de la décrire au-delà d'attendre une réponse neuropathologique. Bien sûr, une réponse qui reste le gold standard actuellement, mais qui ne permet pas de guider des décisions diagnostiques et thérapeutiques du vivant de la personne. Et ça, c'est l'espace dans lequel la médecine nucléaire intervient en utilité. C'est depuis 2004 qu'il y a eu des premières études cliniques pour un radiotraceur, un radiopharmaceutique spécifique pour la pathologie amyloïde. Donc, vous voyez ici une image exemplaire. Et depuis 2013, il y a eu les premières approbations par la FDA et puis suivies en Europe et en Suisse des radiopharmaceutiques spécifiques pour visualiser la maladie d'Alzheimer, les plaques amyloïdes. Et je vous disais, la plaque amyloïde, c'est c'est l'un des 2 formes pathologiques caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. L'autre, c'est la pathologie tau. Pour tau, les radiopharmaceutiques sont arrivés un peu plus tard, donc c'est une dizaine d'années plus tard, c'est 2013, la date des premières études cliniques. Et c'est depuis 2020 qu'il y a eu l'approbation pour une utilisation routinaire aux États-Unis, suivie par une approbation en Europe dans des radiopharmaceutiques pour tau. En Suisse, ils sont utilisés dans le cadre d'essais cliniques. Nous avons même été à Genève les premiers à utiliser. Donc, le premier patient mesuré pour imagerie tau a été mesuré ici. Mais toujours dans le contexte d'essais cliniques, il n'y a pas à l'heure actuelle de radiopharmaceutique pour tau qui est autorisé pour utilisation routinière. Voyons un peu plus en détail de quoi il s'agit. Pour PET amyloïde, je vous montre ici 2 exemples finalement extrêmes. Donc l'image sur la gauche, c'est une image typiquement positive. Donc la présence du signal d'accumulation du radiopharmaceutique en périphérie de l'image indique la présence de ces plaques au niveau du cortex.
Et l'image à droite, par contre, c'est une image typique négative, où il y a une faible fixation du radiopharmaceutique limitée au niveau de la substance blanche. Et comment on peut savoir la spécificité? C'est à nouveau en confirmant avec une technique diagnostique de référence, donc la neuropathologie. Les patients inclus dans certaines études ont été suivis avec leur accord, bien sûr, jusqu'à la vérification neuropathologique. Et vous voyez dans le panneau à droite qu'un faible signal sur le PET correspond à l'absence de cible au niveau des prélèvements, au niveau du cortex, et la quantité aussi de signal qu'on observe, donc modéré ou élevé, correspond à la charge qu'on peut voir à l'immunohistochimie, avec une précision diagnostique supérieure à 90%. Et nos images ne sont pas que des images positives ou négatives, mais sont aussi des images dans lesquelles on peut avoir une quantification. Donc l'accumulation du radiopharmaceutique est une information qui nous dit la quantité finalement de cibles présentes. Et la quantité est une information importante. On le découvre aussi pour la pathologie amyloïde. Et ce qui a été fait, c'est de créer une échelle qui nous permette de donner une mesure de quantification. Vous voyez dans le panneau en haut, en rouge, les régions qui sont incluses pour faire cette mesure. Donc on mesure la concentration de radioactivité dans ces régions en rouge par rapport au cervelet, indiqué en jaune sur l'image. Et puis la quantité d'accumulation qui a été obtenue, typique pour des patients positifs, a été mise comme point de référence pour une valeur à 100. La concentration observée chez les sujets sains et négatifs à l'imagerie a été prise comme référence pour une valeur à 0. Et du coup, on a un bel intervalle 0 à 100 assez intuitif pour mesurer la quantité de pathologie. Ceci permet d'avoir un seuil, du coup, qui nous identifie la transition de négatif à positif, qui est dans la zone 10 à 30. Ça nous permet d'avoir une mesure de référence pour suivre les changements à la suite des médicaments. Ça, je vais vous montrer dans quelques slides. Mais ça nous permet aussi de mesurer si finalement cette quantité est une information qui en soi est significative pour les patients. Et ça l'est. Ça, c'est un travail que nous avons réalisé récemment. C'est un papier qui est publié, soumis par une des personnes dans l'audience, Grégory Matou, collaborateur de notre service. Et ce que nous avons analysé, c'est de diviser finalement notre population en 3 groupes, donc des valeurs très basses, inférieures à 10, des valeurs intermédiaires entre cet intervalle 10 à 30 ou des valeurs supérieures à 30. Vous voyez ici 1.5, 27, 84 comme image exemplaire. Et puis vous voyez dans le panneau à droite qu'est-ce qui se passe avec un test cognitif, le Mini-Mental Status Examination, avec le temps pour ces personnes. Et vous voyez que la quantité, et pas uniquement la présence ou absence, est en soi un indicateur de rapidité d'évolution. Les personnes qui ont une valeur plus basse, c'est la ligne verte, elles vont rester stables sur le temps, donc il n'y aura pas de déclin cognitif. Par contre, ceux qui ont une valeur intermédiaire auront un déclin cognitif qui est finalement disons, plus accéléré par rapport à la négativité, mais moins rapide qu'une accumulation plus importante. Donc ça, c'est une information qui est très utile pour mesurer, pour donner une information déjà pronostique aux patients, donc pour pouvoir informer sur le risque et la rapidité de progression, et puis bien sûr, une information qu'on va utiliser, je vais vous en parler dans un moment, pour prendre des décisions thérapeutiques. Encore un mot sur l'autre forme de pathologie caractéristique, la pathologie tau. Je vous disais, des traceurs qui sont arrivés plus récemment et des traceurs en soi plus difficiles à élaborer. La difficulté de la cible, c'est que la pathologie tau, elle est intracellulaire, elle est moins prévalente, elle est moindre en quantité par rapport à la pathologie amyloïde. Donc ça, c'est tout un travail que nos collègues chimistes, pharmaciens ont dû faire pour pouvoir élaborer des radiopharmaceutiques qui soient suffisamment sensibles et spécifiques. C'est ce qui a mené au premier radiopharmaceutique testé et publié, je vous disais, 2013, 2020 en autorisation, qui sont les traceurs de première génération. Le fluortaucipir, c'est un traceur que nous utilisons toujours à Genève dans le cadre d'essais cliniques, d'où laquelle nous avons accumulé une très bonne expérience avec plusieurs centaines de participants mesurés. Vous voyez sur cette image que ça cible aussi des structures sous-corticales, les noyaux de la base, dans lesquels il n'y a pas de pathologie tau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un off-target binding, donc un lien non spécifique.
Et puis, vous voyez aussi sur la barre en bas que la fenêtre dynamique qu'on a est une fenêtre relativement serrée, donc de 1 à 2. Donc, le signal qu'on observe, il est présent, mais pas très intense, ce qui a mené à l'élaboration de nouvelles molécules. Nouvelles molécules que vous voyez dans le panneau deuxième génération. Celle que je vous affiche ici, le RAW 948 ou l'MK 6240, c'est des radiopharmaceutiques que nous utilisons à Genève dans le cadre d'autres essais cliniques, soit initiés par nous, soit sponsorisés. Et vous voyez que l'intérêt de ces traceurs de deuxième génération, c'est d'un côté d'avoir évité cette fixation non spécifique d'autres structures, et d'autre côté d'avoir augmenté la gamme dynamique qu'on peut mesurer, et donc de nous permettre une meilleure sensibilité. Au même temps, qui dit traceur de deuxième génération dit aussi quelque chose qui est arrivé plus récemment, donc il y a moins d'évidence. Il y a par exemple pour ces radiopharmaceutiques pas de confirmation neuropathologique sur des cohortes larges, donc c'est des traceurs qu'il faut encore appréhender et connaître. Ça, c'est, disons, l'activité finalement que nous conduisons. Pour ce qui concerne le fluorotacipir, donc le traceur de première génération, ici vous avez le résultat principal de comparaison avec la neuropathologie. Là, à nouveau, on considère la neuropathologie comme notre référence et on voit que le signal qu'on arrive à visualiser sur les images correspond bien à la présence et à la quantité de pathologie visible à la biopsie, et pour le tau et pour l'amyloïde. Donc on a un outil diagnostique très puissant. Et surtout, pourquoi on a besoin des deux informations? Là, je vais passer un petit moment sur cette slide, sur ces graphes. Vous voyez ici l'évolution dans le temps à nouveau, de la performance cognitive, finalement, de ces personnes qui ont été mesurées à l'entrée de l'étude avec amyloïde et tau. Ce qui est indiqué sur la courbe, c'est la progression, donc le déclin cognitif qui fait finalement que ces personnes passent du stade de troubles cognitifs légers, donc encore autonomes, à une perte d'autonomie, qui est une étape importante et bien sûr, vous imaginez, avec un impact important sur la gestion du patient et son entourage. Vous voyez la ligne tout en bas, donc la ligne bleu foncé, c'est l'évolution cognitive des patients qui sont négatifs pour amyloïde et pour tau. Donc l'absence de ces deux imageries, pour une personne qui pourtant a des troubles cognitifs légers, consiste à un risque relativement bas d'évolution. Il y a toujours une petite évolution, vous voyez qu'il y a, selon le suivi, à peu près 15% de personnes qui progressent. Ça, c'est dû principalement à des pathologies autres que maladie d'Alzheimer. Ça peut être pathologie vasculaire, il y a bien sûr d'autres formes de pathologies dégénératives qui font que ça évolue sur le temps. Et puis, mais par contre, vous voyez qu'il y a déjà la ligne bleue plus claire qui correspond aux patients qu'au début de l'étude avaient une positivité à l'amyloïde. Certainement, ils ont une évolution accélérée. Par contre, le pourcentage d'évolution sur les 6 ans d'observation reste encore aux alentours de 30%, donc pas très important. Le vrai différentiel par rapport au risque de progression est caractérisé, ligne orange, par la positivité à la fois de amyloïde et de tau. Donc c'est ça l'information finalement qu'on a besoin, qu'on obtient avec la combinaison des deux informations et surtout avec l'information de la pathologie tau. La pathologie tau au niveau cortical est un marqueur plus tardif et du coup un marqueur de progression. Et ça, c'est quelque chose que nous avons pu observer aussi ici. Vous voyez dans cette carte les zones d'accumulation de protéines tau, ça c'est aussi une autre information qu'on a avec l'imagerie, qui sont associées au déclin cognitif, à la perte de fonction cognitive sur la suite. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'accumulation au niveau de ces régions temporales, pariétales, frontales-basales, qui est le déterminant pour le déclin cognitif dans le temps. Je vous ai donné une image des marqueurs dans la maladie d'Alzheimer très médecine nucléaire-centrique. Ce n'est pas, bien sûr, la seule technique qu'on peut utiliser pour cela. Au contraire, on a une information importante qui vient du monde de la médecine de laboratoire, et c'est dans la combinaison de ces deux, j'imagine, de mon point de vue, qu'on aura les meilleures réponses. Pourquoi? Vous voyez représenté sur ce graphe, sur cette image, la pathologie amyloïde et la pathologie tau au niveau des neurones. Ce qui se passe, c'est que bien sûr, on peut les visualiser avec nos techniques, mais on peut aussi mesurer la modification de l'équilibre entre leur présence dans le tissu cérébral et dans les liquides. Donc, dans le liquide céphalorachidien, tout d'abord,
Vous voyez les flèches, ça indique en vert la pathologie tau, parce que c'est vrai que la pathologie tau, quand elle s'accumule au niveau du cerveau, elle augmente aussi, elle filtre finalement dans le liquide céphalorachidien, donc on peut en mesurer une augmentation. Alors que pour la pathologie amyloïde, ce qui se passe, c'est que cette agrégation au niveau des plaques fait diminuer la quantité d'amyloïdes mesurable et disponible au niveau du liquide céphalorachidien. Et une vraie révolution de ces 5 dernières années, c'est qu'on a développé des techniques analytiques suffisamment sensibles pour mesurer ces modifications aussi dans leur passage ultérieur dans le plasma. Donc on a la possibilité, avec une simple prise de sang, d'avoir une indication de ce qui se passe au niveau du cerveau, donc finalement de la présence d'accumulation amyloïde et tau. Bien sûr, plasma, c'est plus loin, il y a plusieurs variables qui peuvent influencer, la fonction rénale, les caractéristiques du prélèvement. Donc c'est une technique qui a l'énorme puissance d'être facile d'accès et une précision moins bonne. Donc c'est vraiment dans la combinaison, et cet exercice de combinaison de techniques diagnostiques, c'est ce qu'on aime bien faire au niveau du département diagnostic. Donc c'est vraiment un exercice sur lequel nous travaillons, c'est de développer un diagnostic intégré, dans lequel, c'est des travaux que nous avons réalisés ici, c'est des travaux aussi d'autres groupes, on peut faire une première évaluation par les biomarqueurs sanguins, et puis définir un seuil qui soit suffisamment sensible pour nous permettre de perdre presque personne. Donc vous voyez, quand on identifie un prélèvement sanguin qui identifie un faible risque, on a la grande majorité des sujets qui sont vraiment négatifs à la pathologie. Et par contre, pour ceux qui sont à un risque modéré à élevé, mais pas tous malades, là, on va, en deuxième étape, faire une imagerie. Là, l'exemple, c'est avec l'imagerie PET-tau, et avoir une estimation de la charge. Et chez ces patients qui étaient à risque plus élevé selon la valeur plasmatique, il y a aussi un apport pronostique augmenté de la technique diagnostique. Donc c'est vraiment une technique qui nous permet de maximiser l'apport, d'être économique et accessible comme parcours diagnostique et de réduire de 20 à 60% les scans qui sont nécessaires. Donc d'assurer un bon diagnostic pour tous. Et l'intérêt du diagnostic, il est encore valorisé dans la période que nous vivons actuellement pour la maladie d'Alzheimer, qui est l'approbation depuis quelques mois, c'est depuis février pour la Suisse, de médicaments spécifiques qui peuvent influencer l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Ici, vous voyez sur cette image un récapitulatif bref de toute la recherche qui a été faite en immunothérapie anti-amyloïde pour la maladie d'Alzheimer. L'amyloïde, que je vous ai montré dans ces plaques extracellulaires, est finalement le résultat d'un processus d'agrégation progressif. Et différentes étapes de ce processus ont été ciblées par différents médicaments qui ont été testés sur les derniers 10-15 ans. Vous voyez solanezumab et gantenerumab comme deux médicaments qui ont été testés et qui n'ont pas fait leurs preuves. Donc, du point de vue clinique, ils n'ont pas pu influencer le tableau clinique. Donc, finalement, il n'y avait pas de bénéfice clinique pour l'administration. L'aducanumab est un médicament qui a donné des résultats mixtes. Donc, sur 2 grandes études phase 3, il y avait une étude sur laquelle il y avait un bénéfice clinique et une autre pas. Il a été approuvé aux États-Unis et puis finalement retiré entre-temps, parce qu'entre-temps, 2 médicaments, donanemab et lecanemab, ont pu conclure leur étude phase 3 avec des résultats positifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les patients qui étaient traités par le médicament versus placebo avaient une évolution cognitive moins rapide, une péjoration cognitive moins rapide. C'est ce qui a mené à leur approbation. Aux États-Unis, il y a une expérience clinique qui est déjà consolidée depuis à peu près une année, différente selon les différents pays. En Suisse, c'est arrivé en février. Nous avons commencé l'expérience avec la collaboration, bien sûr, avec le Centre de la mémoire qui a commencé à traiter des patients. Nous avons commencé à visualiser les images de ces patients traités. Et pourquoi ceci est important? Je vous montre que le donanemab, du coup, parce que c'est le médicament avec lequel nous aurons de la pratique. Ici, 2 images tirées de la publication qui correspond au résultat phase 3. Et vous avez en face les résultats cliniques et les résultats sur l'imagerie. Les résultats cliniques sont représentés comme l'échelle CDR Sum of Boxes. C'est une échelle qui donne une sévérité clinique.
Et l'échelle est faite que si la valeur baisse, ou plutôt augmente, mais en bas sur le graphe, la performance cognitive péjore. Et vous voyez que la péjoration est liée pour les deux populations, malheureusement, donc, et pour les patients traités et pour les patients sous placebo, mais la péjoration, elle a une pente, influencée par le traitement, elle est plus lente, et donc il y a un gain de temps par rapport aux étapes suivantes de déclin cognitif avec les patients traités. Et puis dans le panneau à droite, vous voyez les changements sur l'imagerie. Du point de vue imagerie, donc sur les PET amyloïdes que je vous ai montré dès le début, la valeur centiloïde, celle que je vous ai citée comme la valeur de à peu près 0 à 100, reste stable pour les patients qui sont sous placebo. Par contre, l'administration du médicament fait diminuer cette charge amyloïde d'une façon nette, assez rapide. Vous voyez, sur les premiers 6 mois, on a déjà une perte d'à peu près 60 centiloïdes qui se stabilise sur les 18 mois de traitement pour les patients qui étaient traités en effet 18 mois, jusqu'à en moyenne globale 88 centiloïdes de perdus. Donc à peu près tout le parcours d'un examen typiquement positif à un examen typiquement négatif. Il faut considérer que dans cela, les patients qui étaient traités et qui, dans leur PET de suivi, montraient une imagerie négative et avaient arrêté leur traitement. Et ça, c'est la pratique qui nous est demandée ici en Suisse aussi. Donc, on aura une imagerie à répéter de baseline, bien sûr, pour avoir un point de référence, et puis une imagerie à réaliser entre 6 et 12 mois. Et selon le résultat de cette imagerie, si elle est négative, le traitement pourra être arrêté. Et on s'attend à peu près un tiers des patients qui deviennent négatifs à 6 mois et jusqu'à 76% à 1 an. Je vous montre cette image parce que je pense qu'elle suggère quelque chose, même si c'est bien sûr des résultats de différentes études, donc des résultats combinés entre différentes études. C'est juste, ça peut juste formuler des hypothèses, mais ça ne peut pas conclure des résultats. Et pourtant, vous voyez que ça, c'est l'évolution des centiloïdes sur le temps. Les études sont en général de 18 et puis parfois poursuivies sur des phases d'extension. Des différents médicaments qui ont été testés dans ce domaine. Et vous voyez que le gantenerumab ou l'aducanumab, donc des médicaments qui ont finalement donné peu ou pas de bénéfices cliniques, c'est aussi des médicaments qui s'associent en effet à une diminution de l'accumulation d'amyloïdes, mais graduelle et lente. Alors que les deux médicaments qui ont donné un résultat cliniquement probant, donc un bénéfice clinique, sont donanemab et lecanemab. Ils sont les deux associés à une diminution plus rapide et, disons, plus importante de la charge amyloïde. Ce qu'on peut voir représenté aussi dans ce graphe, ici, vous avez disons, à nouveau une représentation, ce n'est pas une corrélation, mais entre le changement, le bénéfice cognitif que vous avez en vertical, donc l'impact, la différence finalement de ce bénéfice cognitif entre ceux qui étaient traités et ceux qui étaient placebo à 1 an et demi. Et en bas, vous voyez la diminution d'amyloïdes sur les premiers 6 mois. Donc, il semble vraiment que la modification de la charge sur les premiers 6 mois à la suite du traitement puisse être un prédicteur ou associé au bénéfice clinique. Voici des images qu'on pourra voir dans notre pratique. Vous avez un exemple individuel d'un patient. En haut, c'est l'imagerie à baseline, avant traitement. Et en bas, c'est l'image 1 an plus tard, 12 mois après traitement. Le patient partait de 45 centiloïdes, il est arrivé à moins 11 centiloïdes, donc vraiment toute la charge diminuée, et 56 centiloïdes de perdus. Et dans le panneau à droite, vous avez des valeurs sur une cohorte, la première cohorte décrite sur la pratique italienne. Et je voulais montrer ici, parce qu'à nouveau, je pense que c'est important de combiner les techniques diagnostiques quand elles peuvent être combinées, quand elles ont mais voir aussi que les informations qu'on obtient sur différentes techniques sont parfois discordantes, parce que ça reflète finalement des phénomènes différents. Donc vous voyez que la valeur moyenne de centiloïdes, elle baisse chez les patients traités, et dans le graphe en bas, vous avez le changement ou l'évolution de la mesure sanguine. La mesure sanguine, elle ne bouge pas. C'est peut-être parce qu'il y a finalement, à la suite du traitement, un relargage
de la pathologie, qui fait que la mesure sanguine elle reste stable, ou c'est aussi disons, le bruit finalement inhérent à la mesure. Mais dans ce cadre, et pour le suivi, donc pour mesurer quel est l'impact de ces traitements chez les patients, la seule mesure de suivi validée et efficace à l'heure actuelle, c'est l'imagerie par technique de médecine nucléaire. Une autre chose qu'on peut faire avec des images, c'est bien sûr de construire des modèles. Et ça, c'est, je pense, une frontière très, très intéressante. Donc, vous voyez ici, sur ces derniers, finalement, 15 ans, 20 ans d'expérience avec les différentes techniques d'imagerie et mesurées aussi sur des populations de contrôle, etc., on a pu construire des modèles d'évolution qui nous montrent que la pathologie amyloïde, c'est la première à s'accumuler, suivie de la pathologie tau, suivie de l'atrophie et suivie du déclin cognitif. Et vous voyez que sur la barre en bas, il y a le temps par rapport à l'évolution et à la péjoration clinique. Donc, on a un temps zéro, qui est le temps dans lequel on peut finalement observer nos patients. Et puis, il y a la possibilité de construire, donc, du coup, tout ce qui se passe avant. Et cet espace avant, c'est typiquement l'espace dans lequel on espère qu'une intervention pourra être encore plus efficace de la réponse qu'on observe à l'heure actuelle sur nos populations de patients. Et ça, il y a des études en cours sur des patients qui sont des patients précliniques, donc qui n'ont pas encore de signes cliniques, mais qui ont des marqueurs d'imagerie, de laboratoire, qui identifient la pathologie. Et ça, c'est, je pense, des résultats qu'on verra sur les années à venir et peut-être une nouvelle révolution dans le traitement de précision de cette maladie. Je dois du coup aussi avancer et passer au prochain chapitre. Et pour introduire la thérapeutique en oncologie, je laisse la parole, si la technique m'aide, à un patient. And that's one of the things that I really like about the nuclear medicine is that you're going in for a day, maybe 2 days, an overnight stay, and then you've got maybe 2 days of side effects of feeling a bit slow, but again, not cognitively slow, just you're feeling a bit slower and a bit tireder. And then you bounce back and you're ready to re-engage with your family and re-engage with work. Ça, c'est un des témoignages qui ont été collectés dans l'initiative qui s'appelle INSPIRE de l'Association européenne de médecine nucléaire. Et c'est un témoignage qui souligne un aspect très important de ces traitements. Ces traitements sont à la fois et ont été approuvés, certains, on va en parler un petit moment, pour leur efficacité, mais aussi pour leur tolérabilité, aussi pour le profil finalement de tolérance et l'impact sur la qualité de vie. Ici, vous voyez une perspective historique de l'utilisation des techniques de thérapie en médecine nucléaire qui part en effet des premières expériences avec l'usage thérapeutique du radium en 1913. Et vous voyez qu'après, quand on s'approche des années 2000, on a des médicaments qui sont approuvés. Le patient qu'on a entendu tout à l'heure parlait des traitements pour les tumeurs neuroendocrines qui ont été en effet approuvés à partir des années 2017 dans un processus du coup d'approbation des médicaments comme tout autre médicament. Et c'est depuis 2023 en Suisse, je pense, qu'il y a eu l'approbation des médicaments ciblant le PSMA, donc la première molécule que je vous ai montrée. Ça, c'est du coup la référence que je prendrai pour vous montrer une image, à nouveau, de comment une image peut nous aider à comprendre et à traiter. Ici, le patient que je vous ai montré tout à l'heure, qui arrive pour être traité chez nous en raison d'une expression intense de cette cible, avec une valeur plasmatique, donc une valeur circulante de 50, avec cette mesure de charge qui est le PSA. La positivité à l'imagerie nous a permis de considérer une bonne indication pour le traitement. On a du coup pu lui faire 3 cycles de traitement. C'est l'imagerie pendant traitement que vous voyez au centre du panneau, sur laquelle vous voyez que les sites d'accumulation s'estompent progressivement, ce qui est confirmé aussi par l'imagerie qu'on a fait à la fin du traitement. Vous voyez, il y a encore bien sûr quelques accumulations, mais bien moins intenses. Et la charge de maladie a aussi diminué. Vous voyez que le PSA est passé à 3. Après, bien sûr, ces traitements sont considérés dans un parcours avec d'autres stratégies thérapeutiques combinées. C'est des médicaments, ils ont aussi des effets secondaires, mais ils contribuent vraiment de façon importante à la prise en charge des patients. Et
ça c'est l'exemple du PSMA pour le tumeur de la prostate, et on est convaincu, pas le dernier, ni le seul. Donc il y a vraiment, c'est la même image que je vous ai montrée tout à l'heure, toute une prolifération de recherches pour développer ce même principe, donc ce ciblage très spécifique pour d'autres cibles. Il y a plus de 200 essais cliniques en cours avec différentes pathologies ciblées. Les plus fréquentes, c'est tumeur cérébrale, cancer du poumon, tumeur endocrine, cancer du sein, cancer gastro-intestinaux, pancréas. Donc, c'est toute une série d'études auxquelles nous contribuons aussi en ayant ouvert plusieurs études phase 1. Ça, c'est un travail qu'on fait en collaboration très étroite avec le service d'oncologie, avec l'unité du DFDL. Et c'est bien sûr un espace qu'on veut aussi occuper avec nos propres nouvelles molécules. Nous, ici à l'université, il y a bien sûr des experts de développement de peptides, de ciblage spécifique avec des peptides. Ça, c'est le cas du groupe de professeur Hartley, avec lequel nous travaillons pour développer un nouveau radiopharmaceutique theranostique qui cible les récepteurs pour chemokine. Ça, c'est un travail que Olivia Bejoui, à nouveau, assise dans l'audience, est en train de faire. Ici, les graphes pour vous montrer qu'on a pu avoir un bon ciblage sur les cellules qui exprimaient notre cible, CCR5 dans ce cas, et des imageries d'un modèle murin qui nous montre quelle est l'accumulation au niveau des différents organes, donc quelle est la biodistribution qu'on peut observer. Donc en conclusion, je pense qu'on peut dire que le diagnostic par médecine nucléaire est un pilier de la médecine de précision. C'est déjà le cas dans plusieurs domaines cliniques. Je vous ai montré un exemple. La theranostique est une option thérapeutique validée pour un nombre croissant de patients oncologiques et il y a des grandes perspectives de développement. Donc ça, c'est quelque chose auquel on contribue et qu'on cherche pour la suite. Et puis, j'espère que vous l'avez entendu au cours de ma présentation, c'est vraiment une discipline fondée sur la collaboration. C'est la contribution des chimistes, pharmaciens, physiciens, des techniciens et des médecins d'autres spécialités qui nous permet de la faire évoluer. Bien sûr, après, quand on parle d'évolution, on parle aussi du futur. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé aussi aux collègues qui sont en formation, finalement, de nous dire, de leur point de vue, qu'est-ce que c'est et pourquoi s'intéresser à la médecine nucléaire. Parce que ça, c'est finalement ce qui va déterminer ce qu'on va faire dans quelques dizaines d'années. En ce qui concerne la médecine nucléaire, c'était un choix qui me permettait et d'associer en fait l'aspect sciences dures de l'ingénieur avec l'aspect sciences humaines de la médecine, et en plus de ça, de pouvoir y combiner mon intérêt pour les différentes techniques d'imagerie. C'est une spécialité qui est intellectuellement très stimulante, qui est très variée, très diversifiée, et qui permet en fait d'étudier directement les mécanismes moléculaires à l'échelle cellulaire, d'où son importance vraiment croissante de par justement ce caractère de médecine de précision. Bonjour, moi c'est Marion Gachet, je suis médecin interne dans le service de médecine nucléaire. Donc pour ma part, ce qui me plaît dans cette spécialité, c'est notre rôle central dans le parcours du patient sans pour autant être dans l'ombre. En médecine nucléaire, une image peut changer un diagnostic, parfois réorienter un traitement et même éviter des chirurgies. Nous sommes consultants pour tous les services et c'est cette transversalité qui me plaît beaucoup. Alors moi je choisis la médecine nucléaire parce que c'est une spécialité d'imagerie morphologique et métabolique. C'est-à-dire qu'il faut à la fois connaître le fonctionnement des organes et des maladies pour pouvoir faire des diagnostics précis. Le tout dans un champ très large de la médecine, donc ça peut aller de la cancérologie à la cardiologie, en passant par la néphrologie ou la neurologie. C'est une spécialité en plus qui permet de faire du diagnostic comme de la thérapie avec beaucoup de perspectives d'avenir de par les nombreux traceurs qui sont en développement actuellement. Bonjour, moi c'est Josefina, je suis interne au service de médecine nucléaire de la SUGE. Personnellement, une des choses qui m'intéressait le plus de cette spécialité, c'est l'avenir. Je trouve qu'aujourd'hui, avec tous les avances en technologie et en sciences moléculaires, il nous ouvre des possibilités incroyables, tant en diagnostic comme thérapeutique. Et ça, c'est les choses que je trouve les plus intéressantes. Et donc, je pense que c'est le moment des remerciements.
Tout d'abord, aux participants et participantes aux études, patients, volontaires, toutes les personnes qui sont d'accord de nous donner leur temps, leur disponibilité, une prise de risque parfois, pour nous aider à comprendre, pour faire avancer la science. Après, vous voyez ici toute une liste de structures. Je commence avec les HUG. Le département diagnostic, je tiens à mentionner personnellement professeur Laura Rubia-Brandt, son support et le support du département pour le développement de ces activités du service a été vraiment central, et ça l'est au jour le jour. Tous les autres départements et services qui collaborent avec nous, ici j'ai mentionné quelques noms, j'ai bien sûr oublié d'autres, mais quand même le Centre de la mémoire, l'oncologie, le DFDL, le Centre de recherche clinique méritent une mention pour tout ce qu'on a fait ensemble. L'Université de Genève, c'est aussi l'occasion de remercier ce décanat pour l'initiative de faire ces leçons, parce que ça a été en tout cas, et c'est pour moi un très beau moment. Le CIBM, la section d'imagerie préclinique Hugues-Unige, que j'ai le plaisir de diriger, et toutes les autres sections avec lesquelles on collabore. Le CHUV, parce qu'on est un autre hôpital universitaire très proche, on fait plein de choses ensemble, on en profite pour avancer ensemble. Des organisations et institutions nationales et internationales, la Société suisse et européenne de médecine nucléaire, sites dans lesquels j'ai appris énormément, et toute une liste d'universités au niveau mondial auxquelles on collabore, tout comme les sources de financement. Et bien sûr, après, mes plus gros remerciements vont quand même à tous mes collaborateurs du service qui sont là au jour le jour avec leur enthousiasme, avec leur passion, avec leurs compétences, qui rendent ce travail collectif ensemble un vrai plaisir quotidien. Puis pour ceux qui sont plus attentifs et qui nous connaissent mieux, c'est possible aussi d'identifier dans les images qu'il y a des intrus, en particulier deux, éléments externes. Il y a mon compagnon, il y a mon fils, qui sont aussi avec nous dans les images et qui représentent bien sûr les deux rayons les plus brillants de ma vie et de mon parcours. Invite à l'apéro dehors. Merci encore. Merci. Sono anche riuscita a non emozionarmi troppo.